La grève des agents du ministère de l'économie, des finances et du développement paralyse le secteur privé burkinabé. Cette grève a engendré un blocage du circuit de la dépense publique, de même qu'un blocage de la passation des marchés et le paiement des factures. Les chefs d'entreprise ont exprimé leur mécontentement face à cette situation. Les délestages sont déjà constatés dans les grandes villes du Burkina Faso comme Ouagadougou et Bobo-Dioulasso que propose le gouvernement aux consommateurs pour faire face au déficit énergétique pendant cette période de forte chaleur. Nous en parlerons avec l'invité de ce 20h, le professeur Alpha Oumar Dissa, ministre de l'Énergie. Et puis, hors de chez nous, au Sénégal, le maire de Dakar a été arrêté et incarcéré pour des détournements présumés de fonds publics. Ses avocats estiment que cette accusation est une stratégie trouvée par les autorités sénégalaises pour empêcher le maire Khalifa Sall d'atteindre ses ambitions politiques, dont celle de se présenter à la prochaine élection présidentielle. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous suivre. Tout d'abord, nous prenons la direction du palais de Kosiam où le rendez-vous hebdomadaire de l'exécutif s'est tenu ce 9 mars. À ce conseil des ministres, plusieurs décrets ont été adoptés, dont celui relatif à la création d'un haut conseil du dialogue social et celui relatif à l'indemnité du code vestimentaire pour les travailleurs des médias publics désormais étendu aux diplomates et interprètes du ministère des Affaires étrangères. Le conseil des ministres a aussi adopté un avant-projet de loi pour renforcer le partenariat entre le Burkina Faso et le Canada. La synthèse avec Roger Kam et Mounira Kéri. Longtemps annoncé par le gouvernement Paul Kaba-Thiéba, le Haut Conseil du dialogue social est enfin créé. Le Conseil des ministres de ce 9 mars a adopté le décret portant création, attribution et organisation de ce Haut Conseil. L'adoption de ce décret permet donc, premièrement, de répondre à un certain nombre de demandes pressantes du monde syndical. Ça fait partie d'un certain nombre de plateformes, mais également de nous conformer à des mesures, notamment ce qui concerne le dialogue social au niveau du Bureau international, mais également au niveau de l'UEMOA. Sur le plan bilatéral, le Conseil a adopté le projet de loi portant ratification du partenariat entre le Burkina et le Canada. Et il s'agit donc de mettre en situation de confiance les différents acteurs dans les deux sens, que sont les acteurs burkinabés existants au Canada et les acteurs canadiens existants au Burkina, notamment sur les questions de règles de transparence, mais également afin de bénéficier au Burkina Faso de l'apport du secteur canadien dans la mise en œuvre d'un certain nombre d'éléments, notamment le PNDS. Le Conseil a également adopté le décret portant modification des décrets relatifs aux indemnités applicables aux agents de l'État. L'indemnité code vestimentaire est donc désormais harmonisée pour tous les travailleurs des médias publics. Il est aussi étendu aux agents du ministère des Affaires étrangères. Il faut savoir qu'au terme des négociations entre le gouvernement et le SYNATIC, le 29 décembre 2016, il y avait donc l'harmonisation de l'indemnité pour tous les travailleurs sur ce domaine-là, et également par ricochet son extension aux agents du cadre diplomatique, aux interprètes également des affaires étrangères. Le Conseil a enfin procédé à des nominations et Moumina Chérif Sy, le président de l'ex-CNT, revient aux affaires. Il est nommé comme haut représentant du chef de l'État. La question n'a pas été abordée en Conseil des ministres, mais nous en parlons avec l'invité de cette édition. Les délestages dus au déficit énergétique sont déjà constatés au moment où nous entrons dans la période de chaleur. Et nous en parlons avec le ministre de l'Énergie, le professeur Alpha Oumar Dissa. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Bienvenue sur notre plateau. Alors, comme déjà dit, on constate les délestages dans les villes comme Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. C'est-à-dire que les populations vivront encore cette période-là comme les années passées. Non, je tenais quand même à corriger ce que vous êtes en train de dire. Ce que nous observons cette semaine n'est pas un délestage directement lié au déficit sur le territoire national, mais plutôt à des mesures en tout cas provisoires qui sont en train d'être prises du côté de la Côte d'Ivoire afin de pouvoir disponibiliser la plus grande centrale de la Côte d'Ivoire qui nécessite aujourd'hui un entretien normal pour éviter que nous observons des difficultés beaucoup plus importantes en période de forte chaleur. Et il faut le faire parce que en réalité, si nous ne le faisons pas, nous sommes exposés à des risques soit de diminution
en termes donc de taux d'exploitation donc de ce groupe, parce que vous savez qu'un groupe qui n'est pas bien entretenu, son rendement donc de production également diminue. Donc il faut le faire pour pouvoir donc éviter donc toutes ces situations. Et cette semaine a été choisie par le partenaire ivoirien pour pouvoir donc faire l'entretien de ce groupe de sorte à le rendre beaucoup plus opérationnel dans les semaines à venir. Autrement dit, la situation va s'améliorer? Oui, c'est du lundi au dimanche. À partir de dimanche, normalement, la situation va revenir donc à la normale. Et surtout, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que les mesures que nous sommes en train de prendre ne sont pas uniquement des mesures du côté ivoirien, mais également au niveau donc du territoire national. Nous avons travaillé donc à placer des batteries de condensateurs sur la ligne principale donc de transport depuis la Côte d'Ivoire, de sorte à pouvoir augmenter donc l'importation et passer de 80 à 105 MW, ce qui va nous permettre donc de gagner plus de 20 MW. Et également au plan national, nous avons travaillé à réhabiliter un certain nombre de groupes pour pouvoir avoir donc une puissance supplémentaire de 30 MW. Alors, on sait aussi que l'énergie solaire est une alternative donc, pour faire face au déficit d'énergie. Et c'est une stratégie que le gouvernement encourage certainement. Mais est-ce que vous pensez que ce type d'énergie-là est vraiment accessible par le Burkinabé moyen? Oui, mais il faut savoir d'abord que la question donc, du déficit énergétique trouve sa solution, ou je dirais sa réponse, pas seulement à travers l'augmentation de la puissance disponible sur la ligne de transport, mais également deux autres types de mesures, notamment des mesures que nous avons en tout cas soutenues depuis notre arrivée donc, au gouvernement, notamment donc, la question donc, de l'économie d'énergie, et notamment à travers donc, le concept de l'efficacité énergétique, et également la question donc, du mix énergétique en faisant intervenir donc, les énergies renouvelables dans notre exploitation. Je pense que c'est l'agrégation de l'ensemble de ces mesures qui vont nous permettre donc, d'atteindre notre équilibre énergétique. D'abord, il faut diminuer la charge au niveau donc au plan national à travers donc l'utilisation d'appareils plus économiques. C'est pour ça que nous avons déjà commencé à remplacer au niveau des lampadaires donc les lampadaires existants par des lampadaires utilisant donc des lampes LED. Nous allons continuer également très bientôt. On va pouvoir donc partager aux différents abonnés de la Sonabel 1 500 000 lampes LED qui vont permettre à l'ensemble de ces abonnés de passer des lampes aujourd'hui de près de 40 watts à des lampes de 15 à 18 watts. Ça va nous permettre, vous savez que l'éclairage compte pour 34% de la consommation d'énergie, je vais parler d'électricité au plan national. Donc si nous arrivons à opérer, à faire une telle opération, nous allons gagner substantiellement. Et nous avons également, au niveau des bâtiments publics, nous allons travailler à hybrider le maximum des bâtiments publics avec le solaire, de sorte donc à diminuer la charge de la Sonabel. Et si nos projets de centrales qui sont en cours arrivent à terme, nous pensons que l'ensemble donc de ces actions vont permettre à terme de pouvoir améliorer la situation énergétique du pays. Et justement, où en est-on avec ces différents projets de centrales solaires? Oui, nous avons plusieurs projets. Le projet des Artouli est en cours et normalement la centrale des Artouli devrait entrer en production au cours de l'année. Mais quand nous parlons également de mix énergétique, ce n'est pas que les centrales, c'est aussi l'importation. Nous travaillons également à achever donc l'interconnexion avec le Ghana parce que vous savez qu'il est plus facile de produire au niveau de la production thermique dans les pays côtiers que les pays continentaux. Et donc nous travaillons aujourd'hui à finaliser l'interconnexion avec le Ghana de sorte à pouvoir importer 85 MW. Et nous avons également une centrale thermique de 100 à 150 MW dont les appels d'offres sont en cours. Et les autres centrales solaires dont les projets sont en cours vont être accélérés dans les semaines à venir avec la nouvelle loi portant réglementation du secteur de l'énergie dont vous n'avez pas fait cas, dont l'avant-projet de décret a été adopté aujourd'hui au Conseil des ministres. Malheureusement, ce n'est pas ressorti dans le reportage, ce n'est pas grave. Voilà, merci beaucoup, Monsieur le ministre, d'être passé sur notre plateau. Je rappelle que nous recevions le professeur Alpha Oumar Dissa, ministre de l'Énergie. Suite à cette édition, l'opérationnalisation des projets entrant dans le cadre du partenariat public-privé est au centre d'un atelier qui se tient dans la capitale burkinabé. Ce cadre de réflexion a été initié par la structure Think Tank Burkina International et son partenaire éthique PPP. Ceux qui prennent part à cette rencontre pourront améliorer leurs connaissances sur les textes en vigueur et les bonnes pratiques pour réussir les projets de service public. Le reportage de Amadou Ilboudo et Moumouni Soubeiga.
C'est une rencontre qui fait suite au colloque international sur la relance économique du Burkina, initié par Burkina International en octobre dernier. Cette fois-ci, il est question de renforcer les capacités des acteurs de la chaîne intervenant dans la production, le suivi et la mise en œuvre des projets PPP, partenariat public-privé. À partir du moment où il y a des succès et des insuccès qui ont eu lieu dans différents pays, il est bon effectivement donc avant que le Burkina Faso effectivement s'engage dans des contrats de 20-30 ans, que tous les acteurs soient suffisamment aguerris, mais c'est toujours bon effectivement donc de renforcer pour que nous sortons donc dans ce processus-là avec des contrats bien bâtis, bien signés, qui protègent en tout cas l'intérêt général, les intérêts du Burkina Faso. Le système PPP est en marche au Burkina, notamment dans le cadre de la mise en œuvre du PNDES. Et pour le département en charge de l'économie, des finances et du développement, le présent atelier vient à point nommé. C'est une initiative très importante et dans la dynamique des investissements structurants qui sont envisagés dans le cadre du PNDES. On a besoin de s'assurer que tous les éléments sont bien maîtrisés pour être les plus performants possibles, en tenant compte des expériences vécues dans les différents pays. Ce cadre de partage d'expériences sur le PPP est rendu possible grâce à Think Tank Burkina International. Il regroupe des cadres des ministères concernés et le secteur privé. Il envisage de passer à la loupe toutes les facettes du concept PPP sous la houlette de Marc Frilet de Éthique PPP, un des partenaires du Burkina International. Et on apprend ce soir que le secteur privé burkinabé est actuellement paralysé à cause de la grève des agents du ministère de l'économie, des finances et du développement. Cette grève a engendré un blocage du circuit de la dépense publique, de même qu'un blocage de la passation des marchés et le paiement des factures. Les chefs d'entreprise ont exprimé leur mécontentement par rapport à cette situation au cours d'une conférence de presse cet après-midi à Ouagadougou. Des précisions avec Bilodou Basongo et Maïmouna Traouri. Ces chefs d'entreprise et acteurs du secteur privé ne savent plus où donner de la tête. Selon le groupe d'action spontanée, depuis la grève des agents du ministère de l'économie, des finances et du développement, leurs affaires tournent au ralenti. Les passations des marchés et la chaîne de la dépense publique sont bloquées. Un privé ne peut pas se faire payer sa facture, un privé ne peut pas signer un marché, un privé ne peut pas faire la réception des fournitures qu'il a livrées. Le privé travaille avec les banques. Et si aujourd'hui, nous avons des marchés que nous avons livrés, les autres ont signé, le ministère des Finances refuse de signer, on se retrouve où? À la case départ, parce que cette facture ne peut pas être payée, tout simplement parce que le contrôle financier n'a pas visé. C'est par la revue au quotidien que nous soumissionnons au marché public. Et présentement, depuis près d'un mois, cette activité est arrêtée. Les animateurs de cette conférence de presse interpellent le gouvernement, les grévistes et la chambre de commerce. Au gouvernement, nous lui demandons de prendre les mesures courageuses. À la partie revendicatrice, c'est-à-dire les grévistes, nous leur disons qu'ils peuvent mener leur lutte avec patriotisme, sans porter atteinte aux activités de nos entreprises. Nous interpellons la chambre de commerce à s'intéresser davantage à ce blocus et à s'y impliquer pour une recherche rapide de solutions. Le groupe d'action spontanée espère un dénouement rapide de la situation car, dit-il, c'est un grand préjudice qui est porté au secteur privé et par ricochet à l'économie nationale. Dans l'actualité également, des mouvements de la société civile au nom desquels le CAR, les M21 et la Ligue des jeunes du Burkina Faso expriment leur inquiétude par rapport à la situation sécuritaire au Burkina Faso. Ces mouvements disent être particulièrement indignés par l'escalade des attaques dans la partie nord du pays. Ils appellent par conséquent le gouvernement à choisir les bonnes stratégies pour mettre fin à ce phénomène. Les premiers responsables de ces mouvements ont animé une conférence de presse ce jeudi à Ouagadougou. Paul David Bambara et Omar Zambri. L'appel de Ouagadougou, allons au nord. C'est ainsi que ces leaders de 3 organisations de la société civile ont dénommé leur déclaration liminaire à cette conférence de presse. À travers elle, les mouvements CAR, M21 et la Ligue des jeunes marquent leur refus de ployer sous la violence et de céder ne serait-ce qu'une portion de parcelles aux terroristes qui endeuillent les populations de la partie septentrionale du Burkina Faso depuis un certain temps. Aujourd'hui, si nous devons céder une portion de notre territoire, c'est que nous avons échoué ce que nos ancêtres ont légué.
Raison pour laquelle nous ne devons pas accepter non plus que le droit à l'éducation des enfants burkinabés soit pris en otage par une minorité d'individus, aussi violents soient-ils. Nous, Burkinabés, nous devons assumer notre part de responsabilité aujourd'hui. Nous battre pour qu'au Burkina, on sache qu'il y a des gens décidés. Une population unie. Parce que c'est dans l'unité aussi que nous allons venir à bout de ces terroristes. Face aux défis sécuritaires actuels, ces trois organisations de la société civile ne sont plus contre le retour des militaires au gouvernement. À une période, on a voulu qu'il y ait des civils. Mais en situation exceptionnelle, il faut des mesures exceptionnelles. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas avoir d'état d'âme. Il ne faut pas avoir de regret à revenir en arrière et dire que nous devons avoir des personnes qu'il faille à la place qu'il faut pour avancer. Raison pour laquelle nous estimons aujourd'hui qu'il faut des gens qui s'y connaissent en la matière pour donner les commandements nécessaires pour qu'on avance sur le terrain. Les mouvements CAR, M21 et la Ligue des jeunes formulent des recommandations dont l'instauration de l'état d'urgence dans les zones à fort risque et le renforcement du dialogue avec les syndicats et les acteurs de l'insurrection populaire. Par ailleurs, ils annoncent aussi d'autres actions d'envergure à venir. Les acteurs du domaine agricole se familiarisent avec les textes de loi qui réglementent leur secteur. Ceux de la région de l'Est ont suivi une séance de sensibilisation sur les textes de loi concernant l'utilisation des engrais et des pesticides au Burkina Faso. Cela devra permettre de minimiser les risques liés à l'utilisation de ces produits. La séance de sensibilisation a été organisée par le Centre international pour le développement des engrais. Seydou Nikiema, Rasmata Ouedraogo et Mahamadzi Ouedraogo. À travers cette rencontre, le projet d'appui du Centre international pour le développement des engrais entend apporter sa contribution pour une utilisation efficiente des intrants agricoles et une gestion durable des ressources naturelles au Burkina. Les acteurs ont une faible méconnaissance des textes et lois, en l'occurrence en fait des distributeurs d'intrants agricoles. Donc à l'entame de ce projet, nous avons renforcé les capacités de ces distributeurs d'intrants-là à pouvoir eux-mêmes donner des conseils aux producteurs. Et au-delà de ça, maintenant, nous sommes en train de faire la diffusion des textes et lois pour que chaque acteur dans cette chaîne-là puisse comprendre à quoi s'en tenir avant de se donner à cette activité de distribution des intrants agricoles. Pendant 48 heures, les participants vont se pencher sur l'importance du secteur des intrants agricoles et le renforcement des capacités associatives en vue d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. La majorité des producteurs utilisent de façon abusive ces produits. Donc le premier point, c'est sur les avantages et les inconvénients liés à l'utilisation des pesticides. Et le deuxième module a porté sur les tests législatifs et réglementaires sur les pesticides. Ce projet d'appui du Centre international pour le développement des engrais vise la modernisation des exploitations agro-pastorales dans les régions de l'Est et du centre-ouest du Burkina. Du côté du ministère en charge des ressources animales, l'on poursuit la campagne de sensibilisation sur la grippe aviaire. Le 6 mars dernier, c'était au tour des acteurs du secteur avicole de la région du Nord d'être sensibilisés sur cette maladie qui touche la volaille. Ils ont suivi des modules sur les stratégies de prévention et de riposte contre une éventuelle épidémie de grippe aviaire au Burkina Faso. On fait le point avec Yambana Koulma et Sikou Zongo. Préparer les acteurs de la filière avicole à une prévention et une riposte efficace contre une éventuelle épidémie de grippe aviaire au Burkina Faso, c'est l'objectif de ce présent atelier régional à Dori. La grippe aviaire n'est pas au Burkina, mais dans un contexte où la maladie sévit à travers le monde et à nos frontières, il est important de bien informer et communiquer. Je vous rassure qu'il n'y a pas la grippe aviaire au Burkina Faso, mais on a connu la grippe aviaire pour la toute première fois en 2006 et elle a réapparu en 2015. Donc c'est pour cette raison le ministère des Ressources animales et halieutiques a initié cette campagne de sensibilisation pour éviter la grippe aviaire. Et quand elle va réapparaître, il faut qu'on s'y prenne tôt. Des communications et des échanges entre les acteurs directs et indirects de la filière avicole ont permis d'appréhender les mesures de prévention de la maladie. Ces mesures de prévention-là se résument essentiellement en mesures de biosécurité, c'est-à-dire contrôler l'entrée des élevages, contrôler les animaux domestiques et surtout aux mesures de biosécurité qui consistent à vérifier que les animaux que nous avons n'ont pas la maladie. La grippe aviaire, encore appelée peste aviaire ou influenza aviaire hautement pathogène, est une maladie virale très contagieuse
est aussi mortelle chez l'homme. Il existe 2 techniques de lutte contre la maladie, mais au Burkina Faso, c'est l'abattage sanitaire qui est recommandé. Autre point de l'actualité, nous reparlons de la journée de la célébration de la journée internationale de la femme. Hier 8 mars, à la faveur de cette journée, les femmes musulmanes ont été invitées à une réflexion sur leur rôle dans l'amélioration de la situation de la femme et dans le développement du Burkina Faso. Elles ont suivi une conférence publique sur le sujet à l'université Ouaga 1 Joseph Kizerbo. Le reportage de Daouda Ouattara et Ismaël Diloma Sirima. La femme est précieuse et considérée comme une perle rare dans l'islam. En ce 8 mars, le CERFI, le Centre d'études, de recherche et de formation islamique, l'a magnifié à travers cette journée de la sœur musulmane. Les membres de la cellule féminine échangent leurs idées autour du thème « Défi de la femme musulmane dans une société en crise de valeurs ». Cette journée de la sœur musulmane a pour objectif de montrer aux sœurs musulmanes que ce n'est pas parce qu'on est une sœur musulmane qu'on doit rester en marge. On doit travailler à se former, à s'intégrer, à pouvoir et travailler comme les autres femmes. La sœur musulmane aussi doit travailler à participer au développement en fait, du pays. Depuis le 7e siècle, l'islam a attribué à la femme le rôle d'éducatrice et de conseillère. Les conférenciers du jour exhortent ainsi l'autre moitié du ciel à mettre en pratique ces valeurs islamiques. Pas de mettre à penser. Suivez, faites vos 5 prières, jeûnez si vous pouvez, faites la charité, allez en pèlerinage à la Mecque. Les 5 prières de l'islam, ça suffit largement. Ça suffit largement. La fille doit faire preuve de beaucoup de vigilance comme pour le jeune. Éviter ces apprentis sorciers. La journée de la sœur musulmane s'articule autour de conférences et de panels. À travers cette action, l'association des élèves et étudiants musulmans du Burkina et le Centre d'études, de recherche et de formation islamique veut améliorer davantage la condition de la femme musulmane. L'Organisation internationale de la francophonie apporte sa contribution au renforcement de la cohésion sociale au Burkina Faso. L'OIF a décidé de renforcer les connaissances des agents de la radio rurale sur la notion de vivre ensemble afin qu'ils puissent la vulgariser. L'atelier de formation a débuté ce 9 mars à Ouagadougou. Gérard Soumé, Bouma Ernest Nebié. Les agents de la radio rurale qui va bientôt démarrer ces programmes sont en formation sur le vivre ensemble. Une formation voulue par l'Organisation internationale de la francophonie OIF pour apporter sa contribution à la cohésion sociale au Burkina. On organise un atelier pour déconstruire les préjugés et les stéréotypes. Parce qu'on va du principe que les gens commencent à se détester, on va dire, ou à s'exclure, se refuser, à partir de préjugés, des idées reçues. On ne connaît pas l'autre, mais on décide il est ceci, cela, moi je suis ceci, cela. Ça devient une identité très fermée, très étroite, où on ne regarde même plus qui est en face de moi. Et donc, c'est le premier pas vers l'exclusion et le refus du vivre ensemble. Et il est attendu des participants au terme de l'atelier la conception de messages sur ce qu'ils ont appris. Des messages de vivre ensemble dans un Burkina de paix durable que la radio rurale sera chargée de diffuser sur ses antennes au profit des populations. Nous allons tous réfléchir sur le vivre ensemble. Quelles sont les difficultés, les problèmes qui peuvent surgir dans le vivre ensemble en société. On va voir qu'est-ce qu'il peut y avoir comme problème entre les différents groupes ethniques qui existent au Burkina Faso, entre les hommes et les femmes, entre les jeunes et les vieux. Et à partir de ça, nous allons essayer de tirer des messages que nous allons diffuser au niveau de la radio rurale. Cette formation rentre également dans le cadre de la relance de la radio rurale, une nouvelle radio rurale que l'OIF a décidé d'équiper. Depuis hier, le PMK, le Prytanée militaire du Kadiogo, organise 96 heures d'activités. Au nombre de ces activités, des conférences, du sport et des visites par les parents d'élèves. Et ce jeudi matin, les élèves du PMK ont eu droit à un exposé d'un ancien Premier ministre et ancien président de la commission de la CEDEAO. Il s'agit de Cadre Désiré Ouedraogo qui leur a exposé son parcours estudiantin et professionnel. Le reportage de Longba Kouda et Zubaviel David Dabiri. Cadre Désiré Ouedraogo expose à ses élèves du Prytanée militaire du Kadiogo son parcours scolaire et professionnel. Le natif de Boussouma, après des études supérieures de commerce à Paris,
rentre au Burkina Faso en 1977 où il occupe des postes ministériels de chef de gouvernement, d'ambassadeur et tout récemment de président de la commission de la CEDEAO. Un parcours qui force l'admiration des jeunes apprenants. Honnêtement, son parcours m'a beaucoup impressionné et nous a donné beaucoup de conseils qui pourraient nous aider pour notre vie d'après cette école. De son parcours, j'ai pu tirer qu'il faut en toute chose l'abnégation au travail et puis le patriotisme. Parce qu'il a commencé d'abord, comme tout le monde, à l'école primaire au Burkina ici. Et à l'issue de son travail, après le baccalauréat, il a eu une bourse et ainsi il a pu continuer ses études. Ce parcours jugé digne d'intérêt par ses élèves est, selon Kadri Désiré Ouedraogo, le fruit d'une recherche effrénée de l'excellence et une volonté d'être toujours à la hauteur des défis. Rien ne remplace le travail. Il faut avoir le goût du travail, l'amour du travail bien fait, mais au-delà de tout, il faut être animé de valeurs morales confirmées. Avoir le courage, la persévérance, l'abnégation, ne jamais abdiquer devant les difficultés, mais toujours maintenir droit ce qu'on a décidé de faire et le reste, c'est une question de chance. Cet exposé aux allures de conférence se tient dans le cadre des 96 heures du Britannique militaire du Kadiogo. Il vise à stimuler l'excellence chez les jeunes à travers l'exposé des parcours professionnels éloquents. Actualité à l'étranger, au Sénégal, le maire de Dakar, accusé de détournement de fonds publics, a été arrêté et écroué. Pour ses avocats, cette arrestation n'est autre qu'une stratégie trouvée par les autorités sénégalaises pour freiner l'ambition politique de Khalifa Sall, celle de se présenter probablement à l'élection présidentielle en 2019. Détournement de fonds publics, association de malfaiteurs, faux et usage de faux, Khalifa Sall, le maire de Dakar, a été placé en détention avec 6 de ses collaborateurs. Les événements se sont accélérés pour lui quelques jours seulement après l'annonce de l'ouverture d'une information judiciaire. Entre 2011 et 2015, ce dernier aurait détourné près de 3 millions de dollars de fonds publics. Une somme colossale que les avocats du suspect affirment avoir été utilisée pour aider les plus démunis. Mais ces arguments n'ont pas su convaincre le juge d'instruction. Le maire passera donc pour l'instant ses nuits en prison. Mais ses avocats crient au complot car sa supposée générosité va lui coûter cher. En effet, cette inculpation risque de compromettre les espoirs politiques de Khalifa Sall, lui qui se préparait déjà pour les prochaines élections législatives et présidentielles, prévues respectivement en juillet de cette année et en février 2019. Et justement, l'incarcération du maire de Dakar est un sujet largement commenté par la presse écrite au Burkina Faso. Les parutions de ce 9 mars évoquent également la situation sécuritaire au nord du Burkina Faso et le mécontentement de nos compatriotes au Gabon suite à la mort d'un Burkinabé. Voici la revue de presse d'Aimé Solange Digma. Les éditorialistes des journaux du jour se penchent sur le terrorisme au nord du Burkina. C'est le règne des assassins au nord, indique Sidoya, tout en précisant que l'inquiétude est désormais omniprésente chez les habitants du nord du pays. Pour preuve, souligne aujourd'hui au Faso, 2 terroristes ont été identifiés par des enseignants ce lundi 6 mars à la rencontre avec la délégation gouvernementale à la mairie de Guibo et par peur de représailles, les enseignants n'ont pas osé dénoncer ces derniers. Il est donc impératif, suggère le quotidien, que l'État restaure la confiance rompue entre autorités et population. Car, insiste le pays, il ne faut jamais oublier que le meilleur allié de l'État dans son combat contre Malam Dicko et ses talibans, ce sont les populations. Tout en invitant le gouvernement à explorer d'autres pistes de lutte pour extirper le soum de la menace djihadiste. Par exemple, explique-t-il, mettre à contribution les voies les plus autorisées en matière d'islam dans la zone pour déconstruire l'argumentaire développé par Malam Dicko, comme l'a fait au Sénégal avec les puissantes confréries musulmanes qui ont offert leurs services pour endiguer la vague islamique qui a déferlé pratiquement sur l'ensemble des pays du Sahel africain. Même si tout n'est pas rose là-bas, comme nous l'indique aujourd'hui au Faso, avec l'incarcération de Khalifa Sall, le maire de la capitale sénégalaise, reproché d'avoir détourné entre 2011 et 2015 1,8 milliard de francs CFA.
Est-ce une opération main propre clamée par le président Macky Sall dès son accession au pouvoir ou un simple règlement de compte, se demande bien ce journal, pour qui la réponse n'est pas simple. Mais pour l'observateur Palga, c'est une façon de l'empêcher d'être candidat aux législatives du 30 juillet 2017 et surtout à la présidentielle de 2019. Avant de se séparer, sachez que l'émission Controverse a lieu ce soir sur la RTB et elle porte sur la célébration de la fête du 8 mars. Journée festive ou moment de réflexion réelle sur le devenir de la femme burkinabé. Simon Gongo et ses invités débattront autour de cette question tout à l'heure à 21h. Voilà donc qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Demain, Foussé Nikindo vous retrouve dans l'édition du 20h. Excellente soirée et à très bientôt.